Bien, merci. Je vais demander à Faline Renaud, qui avait la parole, de peut-être terminer la présentation sur... enfin, présenter ce référentiel RSE. En tout cas, voilà, vous avez un micro devant vous. Ça fonctionne, hein? Ça fonctionne. Où en êtes-vous concrètement de ces travaux sur le référentiel RSE? Puis j'ai une question également. Est-ce que ça risque pas de faire un doublon par rapport à des démarches portées déjà par des entreprises, que ce soit d'ailleurs avec le label Lucie ou plus généralement des entreprises qui s'impliquent dans la RSE? Est-ce que, et question peut-être un peu plus provocatrice, est-ce que c'est bien à la puissance publique de faire ce travail? Si vous voulez, je vais commencer par les deux dernières questions que vous m'avez posées, puis je terminerai par le référentiel. Comme vous voulez. Alors, la question du doublon, et est-ce qu'on va pas en rajouter une couche, est-ce qu'on va pas augmenter les normes, c'était la première question qu'on s'est posée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui justifiait que la région Pays de la Loire, c'est-à-dire que vous dites institution, se lance dans cette démarche, alors que déjà il y en avait souvent estimé par les entreprises déjà beaucoup trop. On a mis en place d'abord un comité de pilotage et on a fonctionné dans cette démarche RSE sous la forme d'un agenda 21 avec un comité de pilotage, un comité des parties prenantes, des comités d'acteurs. Et on a invité par exemple M. Fustet, ici présent, parce que justement on s'est dit, eh bien, il nous faut un témoin d'une démarche nationale et de voir si ce qu'on allait mettre en œuvre, c'était cohérent. Donc on essaie de mettre en place un outil qui soit pragmatique. Le mot d'ordre de cette démarche, c'était pas d'usine à gaz. Donc des usines à gaz en Pays de la Loire ne seront jamais labellisées RSE. Je dis souvent en riant, mais vous voyez, on veut quelque chose de simple, qui s'adapte à toutes les entreprises, qui soit tout type d'entreprise, tout type de filière, et qui ne soit pas et qui ne sera jamais un label. Donc, pas de doublon, c'est-à-dire qu'on a des entreprises, je vous dis, il y en a certaines dans la salle, qui sont labellisées Lucie, qui peuvent décliner aussi leur référentiel RSE, et souvent c'est plus facile parce que le label Lucie, qui est ISO 26000, va plus loin que le référentiel RSE. Mais moi, ce que j'espère, c'est que le référentiel RSE va faire un effet de synergie qui va faire que des entreprises vont souhaiter aller plus loin et vont se labelliser ensuite ISO 26000. Le référentiel, c'est une première amorce, une démarche de progrès qui se veut dynamique et qui crée un cercle vertueux. Alors, comment on s'y est pris peut-être rapidement? La première, donc moi, on m'a demandé de piloter cette démarche. J'avais commencé, c'est mon deuxième mandat d'élu régional, j'avais commencé à m'y intéresser à travers les trophées régionaux de la responsabilité globale des entreprises qui est organisée à l'époque par Audencia. Je salue André Solzac s'il est arrivé, il m'a dit qu'il est dans le train aussi, lui. Je ne sais pas quel train, il va plus vite que le mien. D'Audencia, donc avec laquelle on avait commencé à travailler. Et là, on a détecté sur le territoire un certain nombre d'entreprises déjà engagées de façon forte. Je pense à Belém, par exemple, qui était un des précurseurs sur notre région, qui est présent, mais un certain nombre d'autres. Et là, on s'est dit, eh bien, dans les périodes de crise où on assiste à un repli sur soi, comment on pourrait soutenir, nous, région Pays de la Loire, région qui a la responsabilité d'être chef de file pour les aides économiques, comment on pourrait encore augmenter la performance économique des entreprises. En région Pays de la Loire, l'Observatoire de l'intelligence sociale a pointé notre région comme une des régions où la performance sociale était un levier de la performance économique. Donc on s'est dit, eh bien, dans notre région, on a déjà un certain nombre d'atouts qui font qu'on va, si on essaie de mettre une synergie globale autour de ça, eh bien, on va pouvoir aider les entreprises à se développer et de pouvoir correspondre à ce qui, je pense, est le sens de l'histoire. Ça a été dit précédemment, c'est comment les entreprises, et bien maintenant, elles vont devoir être toutes relevées de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc j'ai organisé une première réunion, et là, surprise, à la première réunion, moi j'ai dû pousser les murs au sens propre. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 150 entreprises présentes. Je peux vous dire, des institutionnels qui invitent les entreprises, on n'est pas les plus légitimes à le faire. Hein. Il faut être voilà, humble. Hein. C'est souvent les entreprises, elles répondent à l'invitation des entreprises, aux institutions, elles disent encore un truc. Et non. Non, mais c'est vrai, je pense que j'ai un collègue de la région PACA en face de moi, il me dit, bah oui, c'est ça, on n'a pas la légitimité. Par contre, si les entreprises
on leur dit, eh bien, nous, on peut vous accompagner, on peut mettre en place un certain nombre d'outils pour vous aider à monter cette marche de la RSE ensemble et vous nous exprimez vos attentes et vos besoins, et puis on essaie d'avancer. Ce qui fait qu'au départ, moi je dirais, on n'avait pas d'idée préconçue sur ce qu'on allait mettre en place. Et c'est ça qui a été très enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on a été complètement libre dans la démarche. On s'est réunis pendant un an à marche forcée, hein, c'était très régulier dans des ateliers, avec une implication très forte des entreprises. C'était diversifié, c'était transfilière, c'était des TPE, des ETI, c'était très très mélangé. Des représentations syndicales patronales, syndicales salariés, etc. Donc ça a créé beaucoup de créativité. Et maintenant, moi, bon, c'est le hasard, mais je suis heureuse de vous annoncer qu'à la session budgétaire de fin de semaine dernière, on a voté le premier plan RSE de la région Pays de la Loire. Je n'aurais pas fait ce pari au départ. On a mis en place le référentiel le 2 octobre. On vient de mettre en place un outil financier, c'est-à-dire des prêts au développement d'entreprises qui répondront au référentiel RSE. Donc là, on est vraiment dans le soutien à l'économie. On a mis en place une plateforme qui va permettre à des entreprises de se référencer sur cette plateforme par rapport au référentiel régional et donc de favoriser la relation de l'offre et la demande. On va pouvoir soutenir des filières. J'ai rencontré des entreprises là tout à l'heure, la filière cuir par exemple. Ils sont déjà engagés sur un certain nombre de choses. Moi, je pense que nos démarches sont très convergentes et on va pouvoir rentrer encore plus dans l'opérationnel. Donc, c'est comment nous, puissance publique, on est aux côtés des entreprises, on ne se substitue pas à elles, mais on est la petite d'huile, le petit élément favorisateur qui va donner plus d'ampleur. Et donc, on a parlé tout à l'heure du travail sur les clauses dans les marchés publics. On est parti, je pense à Nantes Métropole, très en avance au niveau national sur les clauses d'insertion. On travaille sur les clauses RSE. Leurs bonnes pratiques, on va pouvoir les diffuser sur l'ensemble de la région. On travaille aussi, on a mis en place une commission régionale d'évaluation des aides publiques. C'est-à-dire qu'une entreprise qui reçoit des aides doit signer un contrat de progrès. On avait travaillé sur le contrat de progrès, moi j'ai travaillé avant, mais là on dit on va faire coïncider le référentiel RSE avec cette conditionnalité. Il ne suffira pas de se déclarer, il va y avoir des éléments de preuve qui sont demandés pour bien vérifier que ce qui est annoncé est bien réalisé. Concrètement, par exemple? Eh bien, ça peut être, par exemple, le taux d'apprentissage, ça peut être la conformité à la loi, ça peut paraître évident. Je peux vous assurer qu'il y a certaines entreprises, par exemple, on parle de la main-d'œuvre déplacée, etc. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont être demandés pour bien vérifier. Et on est, Odétia me les a fournis hier, donc je ne peux pas trop vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que tout ça soit quand même un peu déclaratif? C'est le point que soulignait Emmanuel. C'est vrai que ça peut être le risque. Nous, on essaie de, alors sans alourdir le fonctionnement, parce qu'il ne suffit pas non plus, en demandant trop d'éléments de preuve, de décourager des entreprises, mais on souhaite bien sûr que ce soit dans la sincérité. Alors c'est vrai qu'il y en a qui font du greenwashing, du social washing, bien sûr qu'il y en a. Moi, je suis quelqu'un de plutôt optimiste de nature. J'ai pu vérifier tout au long de la démarche, d'abord que ceux qui viennent passer 2 heures à la région pour classer tous les référentiels qui existent, c'est qu'ils y croient. Hein. Ils étaient 200. Donc s'ils viennent le faire, c'est qu'ils y croient, c'est qu'ils croient à l'avenir, qu'ils croient pouvoir en emmener d'autres avec eux, pouvoir faire bouger leurs fournisseurs, leurs clients. C'est-à-dire qu'il y a une démarche vertueuse qui s'engage à partir de là. Et je pense que si on en est arrivé là, nous, notre objectif, c'est d'avoir 500 entreprises engagées dans le référentiel en région Pays de la Loire. Donc vous voyez, c'est ambitieux. Et si on se donne cet objectif-là, c'est parce qu'on pense qu'il y a le potentiel. Nous organisons, et j'en profite pour le dire, notre première journée de développement durable et responsabilité sociétale des entreprises le 27 février prochain à la Cité des Congrès de Nantes. Vous savez, quand on organise quelque chose, hein, bon, on a les compteurs. Hein. On a organisé la journée régionale de l'innovation il y a à peu près 1 mois et demi.
il y avait 500 inscrits, et c'est la 5e édition. Nous, c'est notre première édition, on a déjà 350 inscrits à 3 semaines de la tenue de cette journée. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse et qui interroge actuellement, y compris dans les secteurs de crise. Alors, je vais demander à Emmanuel Solou s'il sera à cette journée. Oui, j'y serai, je serai même intervenant l'après-midi. D'accord, j'ai pas réussi à vous piéger. D'accord, vous y serez. Alors, et j'ai aussi participé au référentiel RSE en Pays de la Loire, je trouve ça très intéressant et je tenais aussi à saluer l'action de la région qui justement est très moteur en la matière. Et bon, je trouve qu'il y a une belle démarche ici qui a été mise en place par la région sur la notion de RSE et d'avoir fait se rencontrer tous les acteurs pour échanger et aboutir à un outil très simple, comme l'a dit Madame Renaud, un outil très simple, accessible à tous, pour donner envie aux entreprises d'aller plus loin en fait. Vous dites ça parce que vous avez candidaté à des marchés publics? Non, je n'ai jamais répondu à un marché de la région. Marché public oui, mais à la région jamais. Je n'ai jamais répondu à un marché de la région. D'accord, donc pour vous, il n'y a pas de... Je repose la question, il n'y a pas forcément de doublon, c'est pas une espèce de millefeuille qui s'ajoute pour les entreprises et qui compliquerait les choses? Non, je pense que justement le piège a été évité. Je pense que là, c'était plus de dire, voilà, ce que j'en perçois dans la démarche de la région, c'était de se dire, faisons un outil très simple, accessible à tous, pas forcément uniquement pour les férus de la RSE, les convaincus qui finalement n'ont pas besoin qu'on les motive, parce que quand on est convaincu, on n'a pas besoin de les pousser. Là, c'est plutôt pour la rendre accessible à tous. C'est un peu une petite introduction à la RSE, simple, et que chaque entreprise puisse s'y mettre. D'accord. C'est pas un millefeuille, je pense pas. D'accord. Madame Bordeaux. Oui, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui je pense est important, et j'y pense en entendant monsieur, c'est souvent les entreprises, alors celles qui sont un petit peu moins férues justement, elles voudraient bien s'y engager, elles en voient parfois l'intérêt, mais elles ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc dans le plan RSE, on va avoir une démarche de conseil, d'accompagnement des entreprises, individuelles ou collectives, qui vont pouvoir accompagner les entreprises et on les aidera financièrement pour le faire. Alors, si je vous dis ça, c'est aussi parce que moi j'en ai vu aussi l'intérêt, parce que j'ai été invitée par Lucie pour participer à une formation. Moi j'ai remercié, parce que du coup j'étais un peu l'élément, ils se demandaient un peu ce qu'une politique venait faire dans cette formation, hein, ceux qui étaient là. Mais du coup j'ai vu la démarche des cabinets, j'ai vu la réflexion, j'ai vu l'accompagnement qui pouvait être mené, et je pense que à partir du moment où on dédramatise justement les différents pans de la RSE, eh bien, chacun peut s'y retrouver et se donner des éléments de progrès. On m'a posé la question un jour, mais est-ce qu'un coiffeur peut dire RSE? C'est pas vous qui l'avez posé? Non, mais je peux la poser si vous voulez. C'est une allusion à ma coiffure. Justement, la filière coiffure est une filière qui souffre actuellement, vous pourriez la soutenir. Je suis un peu fâché avec la coiffure. Par exemple, un coiffeur, il va employer un shampoing qui va être respectueux de la santé, voire bio. Quelle quantité d'eau il va utiliser? Est-ce qu'il va prendre quelqu'un en apprentissage? Quelle relation il va engager avec ses clients? Quelle relation il a avec l'association des commerçants de son quartier, etc. Mais tout ça, ce sont des critères RSE. Mais souvent, les artisans ne s'identifient pas dans ces démarches-là parce que ça fait partie de leur quotidien. Le valoriser, c'est aussi donner aux clients avoir une prestation de qualité que peut-être ils ne perçoivent pas suffisamment. Donc je pense que pour les TPE, on a un vrai travail à faire. Les PME s'est engagé, les TPE c'est en cours de travail. Avec la Chambre régionale de métiers, on vient de signer une convention sur ce thème. Donc vous voyez, c'est pas spectaculaire ce qu'on fait. C'est vraiment, je dirais, du mitage. Moi, ce que je fais, c'est irriguer l'ensemble des politiques publiques de la région et que toutes les entreprises de la région se sentent concernées, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les industriels, la preuve, il y en a qui sont venus me voir pour me dire, les conseils, etc. Et que petit à petit, ça devienne la démarche vertueuse qui va nous permettre de créer de l'emploi de qualité et du développement économique pour l'ensemble des Ligériens. Patrick Piran, je vous voyais opiner du chef tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites de cette démarche? Et peut-être avez-vous, enfin je ne sais pas si vous avez une vision panoramique de ce qui se passe en France. Moi je salue, et on a auditionné le Pays de Loire et Nantais sur la plateforme RSE.
ils sont venus à 8 et ils ont fait une intervention à 8 voix. Donc c'était très... ça montre qu'il y a une coopération qui était là et que les uns et les autres avaient envie d'aller vers le même objectif. Et donc ça, c'est important. Et en plus, la région accompagne les entreprises qui veulent le faire, pas que financièrement, mais y compris en termes de conseils. Et ça, c'est aussi important, parce que je crois que la RSE, avant tout, c'est une méthode. Enfin, c'est se poser des questions avant l'action. C'est de se dire comment je fais ça pour prendre en compte les différents critères, ou faire mes priorités. Parce que tous les critères ne sont peut-être pas à prendre en compte en fonction des sujets. Mais au moins qu'il y ait des priorités, que ça participe à mon identification par rapport à des éventuels concurrents qui ne l'ont pas, par exemple, quand on est sur le marché. Et puis, alors des exemples. Moi, on m'avait demandé d'amener des exemples. La plateforme, elle est en train d'auditionner. Et on s'est dit, au début, la première réunion, on s'est dit, on va essayer d'auditionner, on va essayer de trouver une dizaine d'auditions. Pour les 3 groupes que je disais au début. Et là, on en auditionne 30, et on en a tous les jours, je ne sais pas combien, qui viennent nous dire « Mais venez voir, on a envie de témoigner sur ce qu'on fait. » J'en ai même eu ici dans la salle ce matin à la pause. Bon, voilà, donc ça montre quand même que dans beaucoup d'endroits, je vais donner quelques exemples précis, dans beaucoup d'endroits quand même, il y a une dimension RSE qui est en train de s'installer. Pas parce que c'est bien d'installer la RSE, parce que c'est un élément qui leur permet d'avoir des pratiques, d'avoir des coûts moindres, d'avoir des éléments de performance, et en même temps de jouer sur leur image. Je rappelle que toutes les études, encore l'année dernière, disaient les jeunes étudiants, ils ne veulent plus aller par exemple dans l'industrie. L'industrie commence à comprendre qu'ils ont intérêt à s'ouvrir, et pas à faire que de la résistance par rapport à de la réglementation. Mais aussi à se dire, eh ben voilà, il faut qu'on investisse plus sur, c'est de la RSE, plus sur de la chimie verte, plus écouter les citoyens, plus s'intégrer et s'ancrer, même quand on est une multinationale, il faut qu'on s'ancre sur le territoire, qu'on participe au développement local, qu'on se préoccupe de l'emploi direct et indirect, de la formation, de l'apprentissage, etc. Voilà, donc ça c'est des éléments importants, et par exemple, là de Nantes, il y a eu... dans le département 06 qu'on a auditionné aussi, et là il n'y a pas les pouvoirs publics, c'est les entreprises eux-mêmes, grands groupes PME et TPE, qui se sont dit comment nous on peut avoir un territoire qui fasse un écosystème, et on met des règles entre nous, on commence à travailler, donc ils se sont fait une petite plateforme de la chaîne de valeur, quoi, en gros, pour dire, eh ben voilà, nous, si on le fait ensemble, on a tous à y gagner. On a y gagné en réduisant nos coûts, on a y gagné en allant ensemble déposer des offres sur des marchés, etc. Et moi, je suis persuadé que l'exemple de Nantes mériterait, sur l'idée de faire une plateforme qui n'est pas un plus, c'est un carrefour de dialogue, et c'est de comment on peut faire mieux ensemble que si on était divisé. Ça mériterait d'être diffusé partout, dans tous les territoires. Je terminerai sur un dernier exemple, où on est partie prenante, c'est en Île-de-France, et qui ressemble, c'est pas une plateforme, mais c'est la même dynamique, mais c'est sur le logement, sur la rénovation thermique des logements, qui est un gros marché là qui devrait s'ouvrir, puisqu'il y a des engagements précis. La collectivité d'Île-de-France, les entreprises, les associations et les syndicats, et on en fait partie, il y a un projet qui s'appelle BUS, qui est lancé, qui est un projet européen, c'est un appel d'offres européen. Voilà, où là, tous ensemble, on est en train de regarder comment tous les corps de métier dans un bâtiment, au lieu de travailler dans son segment, comment on fait un bâtiment intelligent en faisant travailler dès le début tout le monde ensemble, y compris avec les nouveaux matériaux. Parce qu'il y a un vrai enjeu quand on parle de développement durable, c'est comment on passe d'un métier où on a l'habitude de monter des agglos à un métier où on fait un bâtiment beaucoup plus respectueux de l'environnement, etc. Je finirai que pour moi, les RSE, on ne reviendra pas en arrière, et que ce qui s'installe au-delà de la culture de coopération en France, où on a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays d'Europe, notamment d'Europe du Nord ou de l'Allemagne, c'est une culture d'évaluation. Et que la différence, elle se fera réellement, mais tout le monde l'a dit, me semble-t-il, qu'à partir du moment où on démontrera que c'est effectif dans le geste quotidien, dans les actions qu'on fait. Et c'est sur des projets que ça se montrera. Et donc ça montre qu'au-delà des critères, ces critères doivent être discutés entre les parties prenantes et doivent permettre une évaluation irréprochable qui permet de s'améliorer par la suite. Vous avez besoin, vous, de ce genre de référentiel, ou est-ce que, comme le disait Emmanuel Solou, parce que vous êtes déjà plus loin, vous estimez que, je
Enfin, tant mieux si ça existe, mais vous ferez à votre sauce. Bon, faire à notre sauce, peut-être pas, puisque l'ensemble de la démarche que l'on a, aujourd'hui, elle s'est enrichie en participant à des groupes de travail, participant avec la Chambre de commerce de Valenciennes au départ, et puis en montant petit à petit sur des groupes qui avaient le même intérêt que nous. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai besoin d'un référentiel, mais je me suis nourri d'un référentiel qui s'était construit au cours de ces réunions publiques sur lesquelles je me suis enrichi, j'ai enrichi l'entreprise et j'ai peut-être, modestement, enrichi également les autres intervenants. Donc cette notion de carrefour, de partage, etc., pour moi c'est un élément central de la RSE. Sur le site qui est dédié, je mets systématiquement les bonnes pratiques que l'on a fait, en essayant d'expliquer ce que l'on a gagné en le faisant. Alors c'est jamais des choses révolutionnaires, parce que, encore une fois, je ne dépense pas des milliards en recherche et développement pour créer des choses révolutionnaires, mais il n'y a pas de nécessité de créer des choses révolutionnaires. On parle souvent de l'aspect législatif, c'est vrai que la législation, surtout environnementale, ces derniers temps, nous pousse à aller en avant. Pour moi, j'ai toujours été énervé de voir que déjà dans la norme 14001, un des critères, c'était de s'engager à respecter la législation. C'est déjà avoué systématiquement qu'on ne respecte pas. Donc qu'on n'est pas des bons citoyens et qu'on mérite d'aller en prison. Donc déjà ça m'énerve. Après, le deuxième point, c'est de se dire, lorsque je travaille sur la législation, je vais plutôt aller avec 2 points ou 3 points d'avance. Je vais regarder quelles sont les directives européennes qui sont en train d'être négociées et je vais déjà travailler dessus pour prendre les devants par rapport aux législations qui demain vont s'imposer. Et ça se traduit dans les faits. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si demain, on va interdire au diesel de rentrer sur le Grand Paris ou de rentrer dans les villes. Mais je me doute qu'on ne pourra pas continuer à tuer les mondes uniquement pour livrer mes gommes et mes crayons, quoi. Donc, on a déjà travaillé à investir dans des flottes vertes. Et le jour où ça se passera, oui, on sera prêt et on aura un élément d'avance par rapport à nos concurrents. La même chose sur le bilan énergétique des sites, je crois que c'est une obligation qui va tomber ou qui est tombée cette année. C'est quelque chose qui a déjà été mené. Mais elle a été menée dans le sens d'un raisonnement global sur mes anciens bâtis, comment je fais pour les transformer et demain qu'ils consomment moins. Donc c'est toujours ces éléments vertueux que j'ai appris en partageant avec les autres, en rencontrant, parce que c'est ce qu'il y a de génial dans la RSE, c'est qu'on rencontre tous les corps de métier, toutes les administrations et autres, et lorsqu'on s'intéresse à ces groupes, on est à même de comprendre les tendances du marché, de comprendre comment l'entreprise va demain être mise devant des préoccupations dont elle n'a même pas idée aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet, je pense, d'enrichir et d'enrichir les autres. Le travail que vous avez fait sur vos offres, ou sur la façon en tout cas de les amener vers le marché, vous diriez que ça correspond à quelle part aujourd'hui de votre chiffre d'affaires? On est entre nous, il n'y a personne qui écoute. Il n'y a personne qui écoute. Moi, je n'ai pas de part de chiffre d'affaires à vous donner, mais je peux vous dire que l'année dernière, nous avions sur la structure grand compte près de 110 millions à renégocier, donc de fin de contrat. On a un taux de renouvellement de 90%. Et c'est ce taux de renouvellement qui, moi, m'importe. C'est-à-dire des clients qui se disent « Demain, je continue à faire confiance à l'IRECO après la fin de mon marché ». Donc, on reconduit des contrats, des fois sans appel d'offres aussi, puisqu'ils ont la preuve qu'on arrive à les accompagner dans leur progression. Ça, c'est le premier point qui est extrêmement positif. Et le second point, c'est que ces contrats qui ont été renégociés sur des appels d'offres que l'on a menés et que l'on a gagnés, alors que traditionnellement, ils se situaient à 3 ans, aujourd'hui, on voit une tendance à les remettre sur 5 ans ou 6 ans. Et je pense que c'est parce que l'on a réussi à leur prouver qu'on avait la capacité à les accompagner et à entendre leur discours, entendre leur langage, et puis les accompagner dans leurs économies, qu'on arrive à avoir ces performances-là. Michel Gier, on a bien entendu toute la dimension de votre engagement que vous avez évoqué tout à l'heure. Je vous pose un peu la même question, est-ce que vous arrivez à mesurer très concrètement, en espèces sonnantes et trébuchantes, ce que vous a apporté la RSE? Ou est-ce que c'est quelque chose que... Oui, c'est une grande question. Alors, le mesurer en sonnant trébuchant, premièrement, c'est pas forcément dans nos objectifs. Comme on le dit, aujourd'hui, il faut tout évaluer. Donc, si on veut cerner, je sais pas, ça fonctionne, l'impact de notre démarche sur la vie du cabinet, je vais le faire d'une autre manière.
il y a déjà tous les bénéfices qu'on a récoltés au sein du cabinet, et je pense qu'à travers tous ces bénéfices, l'élément essentiel pour nous, c'est la valorisation des actifs immatériels. Alors, la valorisation des actifs immatériels, dans un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil, donc prestataire de services, c'est notre équipe. Notre équipe, ses savoir-faire, son savoir-être. Incontestablement, on est aujourd'hui bien meilleur qu'avant la mise en œuvre de notre démarche. On est bien meilleur, pourquoi? Parce qu'on a réfléchi, on a porté un regard nouveau sur ce qu'était le collectif des collaborateurs et des associés. Donc ça passe par évidemment la formation, mais ça passe par un système d'évaluation complètement refondu, ça passe par une vie des associés différente, ça passe par une attention toute particulière des jeunes que nous intégrons, ou des moins jeunes, mais nous intégrons bien souvent nous intégrons beaucoup de jeunes chaque année, une vingtaine à peu près. Nous leur portons une attention toute particulière à travers, ils ont un parrain ou une marraine, ils ont nous souhaitons capter leur regard neuf à eux aussi sur notre propre organisation, donc on est toujours dans l'évaluation, et donc on leur demande, on leur propose, s'ils le veulent bien, on leur propose de nous remplir un petit questionnaire qui s'appelle Premières impressions, de manière à recueillir leur avis sur le cabinet. Voilà, comment ils se présentent, comment il est, comment ils sont accueillis, est-ce qu'ils se sentent bien, etc. Et ce, 3 semaines à 1 mois après leur arrivée. Voilà, donc ce sont des petites choses comme ça qui permettent de valoriser. Alors la formation, ça va de soi, ça valorise l'ensemble. Donc on a valorisé notre actif immatériel qu'on va appeler richesse humaine. On a valorisé évidemment sur cette même période notre actif immatériel que représente notre clientèle. Nos clients, je le répète, sont nos premiers apporteurs d'affaires. Fidéliser un client, renforcer la relation qu'on a avec lui, c'est aussi avoir un taux de réponse très satisfaisant et croissant sur une réponse toute simple. Est-ce que vous préconiseriez notre cabinet à un de vos amis? Ça, c'est la question la plus forte, il n'y en a pas d'autre. C'est très engageant, voilà, préconiser à un ami. Bon, on a un taux de retour très positif sur cette question-là et qui est croissant. Voilà. Donc là, c'est pour situer le décor. C'est difficilement mesurable, mais on sait qu'on a amélioré et qu'on a augmenté la valeur de ces actifs immatériels. Ensuite, il faut être sur des éléments très concrets, c'est-à-dire nos chiffres, c'est-à-dire quel est notre taux de croissance par rapport au taux de croissance de notre profession. Notre taux de croissance reste très largement supérieur au taux de croissance de la profession. Cette année, on a un taux de croissance de 7%, la profession doit être à 3%. Sur ce premier trimestre-là, on est à plus 14% de chiffre d'affaires, puisqu'on clôture à fin septembre. Donc voilà. Et je dis en permanence que nous récoltons aujourd'hui ce que nous avons semé hier, avec un plan d'action extrêmement cohérent et imprégné de responsabilité sociétale des organisations. Nous avons revu notre plan d'action de fond en comble. Et évidemment, donc ça impacte la clientèle et ça impacte le business. En termes de rentabilité, puisque ça c'est une question sur laquelle on revient très régulièrement, notre rentabilité par rapport à la moyenne de la profession, elle est plutôt supérieure, on est plutôt dans la moyenne haute en termes de rentabilité. Donc ça veut dire que notre démarche n'a aucunement pesé sur notre rentabilité, parce que bien souvent c'est ce qu'on reproche à ce type de démarche, c'est de dire ça coûte cher, etc. Bon, la force est de dire que non. Et à l'inverse, cette démarche, très clairement, là les chiffres le montrent, nous donne une croissance supérieure à la moyenne dans notre profession. Alors ça m'amène à une question que je voudrais poser à tous avant de démarrer l'échange avec la salle. Est-ce qu'on fait de la RSE parce qu'on est riche?
Ou est-ce qu'on est riche parce qu'on fait de la RSE? Non, mais je crois qu'en fait, on fait de la RSE... Enfin, parce qu'on a les moyens, en tout cas. Non, je crois pas. Non, on ne fait pas de la RSE parce qu'on a les moyens. On fait d'abord de la RSE parce qu'on a des convictions. Je crois que le point de départ de toute démarche RSE dans une organisation, quelle qu'elle soit, c'est la conviction et l'implication sur un projet qui est porteur de sens et une vision. Après, on a la vision, on se dit oui, c'est un nouveau modèle et j'y crois. C'est d'abord ça qui va faire la RSE. Après, qu'on soit riche ou pauvre, je crois que c'est pas trop le sujet. On peut être pauvre et parfaitement heureux si on a du sens, si on a une vision, si l'ensemble de l'organisation peut se projeter avec les dirigeants de manière collective vers quelque chose qui veut dire quelque chose. Emmanuel Solou. Je trouve que c'est une très bonne question, mais c'est vraiment la question de la boule et de l'œuf. Une association qui s'appelle DRO, Dirigeants Responsables de l'Ouest, qui a été créée à Nantes il y a quelques temps et dont Restorla fait partie, avec le CJD, dont nous faisons partie également, mène en ce moment, depuis un peu plus d'un an, une étude assez intéressante qu'on a appelée Banque et RSE, parce qu'il y a un lien entre la banque et la RSE. Et l'étude a commencé par étudier les bilans des 60 entreprises membres de DRO et leur cotation Banque de France. Et voir l'évolution de la cotation Banque de France de ces entreprises-là sur plusieurs années. Et de comparer par rapport à la moyenne des PME nationales. Alors, je n'ai pas tous les chiffres en tête parce que je ne pensais pas qu'on parlait de ça, donc je ne suis pas venu avec tout en tête. Mais globalement, on s'aperçoit que les entreprises qui sont membres de DRO et du CJD ont une cotation meilleure et surtout qui est plus pérenne, qui résiste mieux dans le temps et qui baisse moins. Donc il y a certainement un lien, peut-être pas entre être riche et faire de la RSE, mais entre faire de la RSE et être solide financièrement. Solide, c'est pas forcément riche, mais au moins être solide et pérenne. Il y a certainement un lien très fort là-dessus. Et d'ailleurs, on va creuser, puisque l'idée de DRO et du CJD, là on a fait sur 60, on veut le faire maintenant sur 1000 entreprises en France, donc on est en train de rechercher 1000 entreprises qui sont impliquées dans une démarche RSE. On va concrétiser tout ça. La Banque de France est avec nous, en fait, au niveau national. Donc là, il y a vraiment une belle étude qui va être menée. Et l'idée va de démontrer si oui ou non la RSE permet à l'entreprise d'être plus pérenne et de consolider sa valeur financière. Donc ce sont des outils comme ça aussi qui permettent de répondre à ces questions de quel retour sur investissement pour les RSE. Et juste, puisque je parle du CJD, j'ai envie de vous dire que je suis aussi très heureux parce que je viens d'apprendre que 20%, je crois à peu près, des entreprises MBZ et l'UCI font partie du CJD. Donc il doit y avoir un lien aussi entre CJD et l'UCI quelque part, ou entre performance globale, ce qu'on appelle CJD, performance globale, ou RSE. Patrick Piron, sur cette question. C'est presque le premier actionnaire. Bon, non, mais moi j'ai envie de dire oui et non. Ça dépend quand. Ça dépend quand. C'est une vraie question, et la question de l'accompagnement. C'est pour ça que je citais tout à l'heure l'accompagnement. Elle est importante, il y a un amorçage à faire. Et on sait très bien, mais on peut le ramener dans notre vie personnelle, au-delà de, je suis d'accord, il faut un engagement, une sensibilisation, mais on voit bien qu'en fonction des moyens, vous hésitez à acheter tel produit ou tel produit. Une entreprise, en fonction, elle va regarder tout de suite son investissement. Est-ce que je peux investir ou pas, en fonction de si elle veut réduire ses coûts énergétiques, etc. Et après, elle aura le retour sur son engagement RSE. Et puis ça dépend dans quel secteur, c'est pour ça que c'est difficile de répondre. Mais je pense que la question de l'accompagnement, de l'aide à mettre le pied sur les RSE est importante pour montrer qu'il faut amorcer et puis qu'après l'entreprise s'y retrouve. Donc elle a plus besoin d'être riche. Au départ, quand il y a besoin d'investissement, il faut quand même des fonds. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas être dans le déni, quoi. Voilà. Et en même temps, il faut être pragmatique en disant, eh ben là, quand on veut faire des RSE et que ça demande un engagement financier, il faut se poser la question de comment on aide, parce que l'objectif, c'est pas le court terme, c'est le long terme. Elle va s'y retrouver. Et donc, regardons comment on l'aide à amorcer cette démarche. Très bien. Monsieur Léoni. Je ne vais pas être d'accord avec vous. J'en suis désolé. Donc pour moi, la vision d'être riche, non. D'abord parce que toute démarche RSE nécessite d'être vue avec beaucoup de modestie. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Je suis on n'est pas parfait. On a encore
Et qu'on a encore de grandes marches de progrès à faire. Donc cette modestie nous emmène aussi à se dire que lorsqu'on démarre une démarche RSE, on commence par faire le bilan, on commence par faire l'état des lieux de ce qui se passe, et on va, comme vous l'avez dit précédemment, prioriser les actions. Et en priorisant les actions, on va le faire effectivement en fonction des moyens que l'on a. Aujourd'hui, est-ce que ça coûte cher que de pouvoir investir, ou plutôt intégrer systématiquement les CHSCT dans les démarches d'aménagement du temps de travail, ou d'aménagement de l'activité ou autre? Ça ne coûte pas cher de pouvoir les prendre en amont, de pouvoir travailler avec eux pour construire. Est-ce que ça coûte cher de pouvoir mettre en place de la gestion de déchets? Ça ne coûte pas cher, ça rapporte de l'argent. Donc non, toutes les actions RSE ne sont pas des domaines qui coûtent de l'argent. Pour moi, on peut très bien se lancer dans une démarche RSE avec zéro budget, et on va se rendre compte très vite qu'on va gagner de l'argent. Après, il y a une notion de dire, est-ce qu'on devient riche? Pas uniquement sur cet élément-là, mais à partir du moment où la RSE est finalement l'aboutissement d'une démarche qualité, ou la maturité d'une démarche qualité qui est portée à sa perfection, oui, on arrive à améliorer nos coûts de production, on arrive à améliorer notre rentabilité d'entreprise. Et là, on peut devenir riche. Et pour les entreprises qui sont riches dès le départ, généralement, vous le voyez, parce qu'ils ont des communications RSE qui sont 10 fois au-dessus des actions. Ok. Madame Renaud, Oui, et ensuite échanger avec la salle. Peut-être dire que la région Pays de la Loire n'est pas une région plus riche que les autres si on parle de capacité financière ou autre. Par contre, elle est riche de la capacité de ses Ligériens. Et on est plutôt fiers d'annoncer que le taux de chômage en région Pays de la Loire est le plus faible taux de France. Et l'un a un rapport avec l'autre. C'est-à-dire qu'on est riche de la capacité à travailler ensemble. Et cette capacité de l'Ouest, je pense qu'elle n'appartient pas d'ailleurs qu'à la région Pays de la Loire, mais plutôt de l'Ouest, de pouvoir activer l'ensemble des acteurs dans le même objectif pour pouvoir se mobiliser pour des choses importantes. Je prenais souvent l'exemple du plan anti-crise, les 40 mesures qui ont été votées à l'unanimité. C'est pas un hasard, toutes les chambres consulaires dans le même ordre, etc. Et ça nous donne de la force. Donc on a travaillé d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur des nouveaux critères de richesse en région Pays de la Loire. Ce n'est pas le hasard qu'on s'intéresse à la RSE ensuite. Tout ça est bien une valorisation de ce que peut être le vivre ensemble et le travailler ensemble.